Présentant Ségolène Guinard, qui est à la fois anthropologue, qui travaille à l'université McGill et qui est aussi doctorante à l'université Paris 8. Bienvenue Ségolène. Donc voilà, ma présentation s'intitule Composter le corps spatial, vie des humains et non humains dans la capsule. Donc je vais lire mon petit texte. Ce matin-là, Sean et Laura, deux stagiaires du Kennedy Space Center, s'engagent avec moi dans une conversation autour des plantes, celles dont ils ont eu à s'occuper à l'université et au laboratoire, celles avec lesquelles ils vivent, celles qu'on envoie dans l'espace et celles qu'on voit dans les films. Ils racontent avec amusement leur voyage et la façon dont ils ont insisté pour qu'on les prenne en photo à côté de tel ou tel arbre, leur désintérêt pour l'architecture qui d'habitude fascine les touristes. Les photographies habituelles devant les monuments peuvent avoir été prises n'importe où, explique Sean, mais les arbres disent toujours où nous sommes. C'est comme dans les films, renchérit Laura, où les scènes montrant une forêt trahissent souvent la véritable géographie des lieux. Sean conclut. Les plantes nous transmettent le sentiment du lieu. Nous interrompons nos chuchotements, recouverts par des bribes de conversation entre la chercheuse assise devant nous, le centre Marshall et la Station spatiale internationale. Sur l'écran accroché au mur de la salle de surveillance des expériences dans laquelle nous nous trouvons, l'astronaute états-unienne Peggy Winston flotte doucement vers la caméra et s'immobilise de profil. Elle attache la petite serre appelée Veggie à un plan de travail bleu situé devant la caméra. Derrière les soufflets en plastique, on distingue des feuilles vertes d'une quinzaine de centimètres. Peggy abaisse les soufflets et entame la récolte. Elle a des gestes précis. Chaque feuille coupée est placée, pour les premières directement dans une pochette en plastique pour envoi et analyse au Centre spatial Kennedy, les secondes dans le pli d'une feuille d'aluminium, puis dans un plastique similaire. Celles-là sont destinées à la consommation de l'équipage une fois prouvé l'absence de risque sanitaire. Derrière elle, Thomas Pesquet la prend en photo avant de passer du module Harmony, où se trouve Whitson, au laboratoire européen Columbus. Le corps de l'astronaute et la feuille d'aluminium qui flotte devant la caméra rappellent que la serre attachée sur le plan de travail, de même que les gestes assurés et la position verticale de Whitson, sont le résultat d'un effort pour recréer une orientation et une technique du corps, là où haut et bas ne vont plus aucunement de soi. À cet instant, la question du sentiment d'appartenance à un lieu, qui m'a été soufflée par Sean et Laura, révèle l'incongruité de la présence du végétal dans un laboratoire orbital, où il n'y a ni sol, ni astre, et où les géocentrismes métaphysiques, tout comme les racines, sont suspendus. Alors, il existe toute une histoire des entrelacs entre les préoccupations écologiques, qu'il s'agisse de protéger, conserver, contrôler, et la conquête spatiale. À la fin des années 60, l'architecte Buckminster Fuller consacrait la métaphore du vaisseau spatial pour qualifier l'écologie terrestre. Les photographies de la Terre prises au cours de la mission spatiale Apollo 8 faisaient la couverture du Whole Earth Catalogue, une sorte d'annuaire propageant le solutionnisme DIY du gourou de la contre-culture californienne Stuart Brandt. Dans les années 70, la figure de Gaïa émergeait des travaux du physicien James Lovelock sur la détection de la vie sur Mars. Un physicien de Princeton, Gerard O'Neill, imaginait qu'une partie de l'humanité pourrait vivre dans des villes orbitales, disposant de ressources illimitées offertes par cette nouvelle frontière. Et la Terre vue du ciel devenait une sorte de fétiche pour certains mouvements écologistes. De nombreuses expériences d'architecture aux États-Unis et en Europe allaient au cours des mêmes décennies prendre la capsule et l'écologie spatiale comme paradigme au moment de concevoir des habitats individuels et collectifs à l'empreinte écologique minimale. Et au même moment, la durée des missions spatiales habitées s'allonge. Les stations spatiales offrent désormais la possibilité d'une présence humaine permanente dans l'espace et s'équipent de l'instrumentation nécessaire à la mise en place de ces laboratoires en microgravité. Astronautes et cosmonautes devenaient les opérateurs et opératrices de ces milieux de vie et de travail en suspension. L'intérêt pour les environnements multi-espèces se déploya ainsi très tôt dans le cadre de divers programmes spatiaux, dont vous avez ici quelques illustrations. Ces séries d'expériences, dont certaines se poursuivent aujourd'hui, aspirent donc à créer des systèmes de support de vie qu'on appelle biorégénératifs, puisqu'ils fonctionnent à partir de plantes, de microalgues, de bactéries. Et donc dans le cycle de vie de ces différents organismes permettrait d'approvisionner l'ensemble des systèmes en éléments chimiques utiles, en plus de fournir des ressources alimentaires. Alors j'envisage ici ces variations écologiques sur le vol habité
comme un point de départ d'un imaginaire dystopique concernant certaines manières d'habiter la Terre, ou plutôt de s'en détacher en se rendant indifférent à ce qui la menace. Je cherche ainsi à suivre le fil de pratiques qui conçoivent ces manières d'habiter comme autant de capsules multi-espèces. Je tenterai ici l'exercice d'une exagération de ce processus de design spatial qui montre une confiance dans la capacité des technologies à nourrir la possibilité d'un avenir qui s'accommode de la vie dans ses intérieurs absolus et d'un certain apprentissage de l'indifférence face aux catastrophes qui ne cessent d'advenir au dehors. Donc c'est ce mode d'existence que j'appelle existence capsulaire. Les technologies développées dans le contexte des programmes spatiaux habités représentent en effet la promesse de répliquer certaines fonctions écosystémiques, de permettre la respiration dans l'irrespirable, de faire pousser hors sol et hors terre, de stériliser, de clore, de boucler la boucle de nos émissions et de nos déchets. L'exploration spatiale a donc permis d'envisager la prouesse technique qui consiste à faire vivre des organismes dans un milieu artificiel en les rendant autant que possible indifférents à des conditions extérieures qui prohibent la survie de n'importe quelle forme de vie. Ce faisant, elles nourrissent un imaginaire, ou elles peuvent nourrir un imaginaire de la catastrophe qui efface l'inéluctabilité des catastrophes, climatiques notamment, pour envisager des échappées grâce auxquelles il serait désormais possible que tout, en effet, continue comme avant. Alors j'ai pris un certain nombre d'images qui montrent que la Terre se trouve ainsi occupée par de plus en plus de vaisseaux spatiaux. Alors ces derniers peuvent prendre la forme de fermes verticales qui utilisent des savoirs venus de la recherche spatiale, d'écoquartiers qui promettent de réconcilier urbanité et nature pour des poches de population choisies, mais également des entreprises qui proposent de rendre la Terre durable à partir de technologies spatiales, ou d'architecture qui enferment arbres, jardins et leurs clients pour les protéger des agressions du monde extérieur. Et j'ai pris aussi l'exemple des sphères, les sphères que vous voyez là, qui sont en fait les sphères destinées au cadre d'Amazon pour qu'ils soient plus productifs tout en nourrissant leur biophilie. Donc l'existence capsulaire est l'expression de cette forme d'habitation qui se rend aveugle à toutes sortes de questions, effaçant la possibilité de voir la catastrophe comme catastrophe, et où l'adaptation et l'engouement technologique ont raison de la réflexion sur les conditions de la continuation de la vie collective. Là où les collectifs sont non seulement humains, mais planétaires, rassemblant humains, territoires, forêts, animaux, végétaux, microbes. Celles qui enquêtent sur le phénomène du vol habité se trouveront bien vite cernées par une rhétorique qui mobilise des notions telles que le futur, l'humanité, des discours autour de la planète vue de haut ou faisant la louange de l'esprit de découverte et d'exploration. Capsulaires donc sont ces manières d'habiter qui aménagent des espaces vivables en feignant d'ignorer le caractère historique et politique de la dégradation des milieux, tout en évitant d'en imputer la responsabilité aux acteurs industriels, financiers et politiques sur lesquels continue de s'appuyer la réalisation de ces dispositifs d'habitation. En d'autres termes, les architectures capsulaires entérinent la négation active de nos trajectoires concrètes en faisant miroiter d'impossibles microplanètes abstraites. Donc le discours des acteurs privés du vol habité, qui est corroboré de plus en plus souvent par les agences spatiales, permet d'élaborer ce récit anhistorique, selon lequel le futur de l'humanité et la pacification de son rapport avec la nature a partie liée avec l'avancée technologique. À l'heure où sont relancés les programmes de colonisation de la Lune ou de Mars, il s'agit ainsi de recycler non seulement l'air, mais aussi la pestilence d'un système économique qui a déjà condamné une partie de nos milieux terrestres, en ravivant le vieux vocabulaire de l'exploration, de la prise de terre, de la découverte, de la mission, dont on connaît pourtant les possibilités tragiques. C'est ce même discours qui aplanit les politiques conflictuelles de la nature en une convergence artificielle entre des groupes humains, aux intérêts divergents sinon opposés, et une nature homogénéisée sous le masque de cette terre vue du ciel. Donc, à côté de ces eschatologies qui sont propres à l'industrie spatiale, en fait, mon enquête m'a également rendue attentive à un autre type d'écologie. Au contraire de ces fictions conquérantes et aveugles à la manière dont elles reconduisent des logiques coloniales et extractives, l'herméticité du vaisseau spatial présente sa propre logique auto-immunitaire. Les cohabitations fragiles entre humains et non-humains laissent entendre d'autres versions, plus humbles et plus difficilement intégrables au récit du vaisseau spatial Terre ou aux boucles cybernétiques de Gaïa. Ces résistances, qui sont autant de retards sur un programme exigeant des solutions, il convient peut-être de les interpréter comme un espoir. Par elles, il semble que les vivants soient encore rétifs à la maîtrise,
à leur production intégrale par les humains et qu'ils représentent un certain réconfort face à la non-vie qui prolifère à l'intérieur de la station. Il s'agirait à la fois de démanteler les logiques capsulaires et faire entendre d'autres manières de se relier au cosmos. Dans les interstices des dispositifs scientifiques, je voudrais mettre en évidence un rapport au vivant et aux soins et à tout ce qui n'est pas maîtrisable, qui déborde les logiques du contrôle et de la gouvernance des systèmes qui régissent la vie à l'intérieur de la capsule. Une station spatiale ne constitue pas seulement un laboratoire, mais un terrain, au sens où Isabelle Stengers parle de sciences de terrain par opposition aux sciences expérimentales. On a ici le cas étrange d'un laboratoire qui est aussi un milieu de vie, ou un laboratoire terrain. On dira sans doute que tous les laboratoires sont des milieux qui autorisent des pratiques et des existences bien spécifiques, mais la particularité de la station spatiale est de ne pas pouvoir entièrement contrôler les organismes et les manières de vivre qui y prolifèrent, ni même les questions à lui adresser. C'est dans le glissement du laboratoire vers la vie qui déborde que je situe une double résistance vis-à-vis de l'existence capsulaire en environnement contrôlé. La première tient à des processus de débordement dus aux corporéités vivantes et la seconde à des débordements disciplinaires. Autrement dit, ni les plantes, ni les microbes, ni les astronautes, ni même les scientifiques, et encore moins les chercheurs en sciences sociales, ne s'en tiennent strictement au rôle prescrit par la capsule et à ses processus de purification. Annalisa, chercheuse en physiologie des plantes à l'Université de Floride, a dirigé plusieurs expériences qui visent à exposer des plantes à l'environnement de la station spatiale afin d'étudier leur adaptation. Elle me confie. L'espace est bien sûr un environnement entièrement nouveau. Il se situe en dehors de l'expérience de tous les organismes terrestres en matière d'évolution. Comprendre comment les plantes réagissent en général à cet environnement nouveau et inédit nous renseigne vraiment sur la manière dont un organisme terrestre s'adapte à quelque chose dont il ne sait, alors qu'il ne sait rien de la manière d'y faire face. Cela nous a donné beaucoup d'informations sur la façon dont les plantes mobilisent leur biologie, leur physiologie pour y parvenir. Au laboratoire, nous ne sommes pas capables d'étudier cette écologie générale. La manière dont Annalisa perçoit la station est liée à ce que Stengers dit du terrain, qu'il ne livre pas intégralement, comme le ferait l'expérience en laboratoire, la réponse à apporter aux questions qu'il ne cesse de poser. Le scientifique, écrit Stengers, n'est plus juge, comme dans le dispositif expérimental, mais enquêteur, puisque les conditions du terrain n'arrêtent pas une fois pour toutes les variables en présence. Le cas de la station spatiale est d'autant plus particulier que l'expérience y a bien lieu, mais qu'elle porte autant sur les non-humains qu'elle met à l'épreuve et dont elle exige qu'ils témoignent de leur nature, que sur la station spatiale comme milieu. La complexité de cet environnement explique qu'un autre chercheur du même domaine, ayant participé à l'élaboration d'un autre dispositif de culture végétale, évoque le bruit permanent et la répétabilité limitée qui caractérisent les expériences menées sur la station. Pour Annalisa, c'est ce même bruit qui permet d'élucider les trajectoires du vivant comme autant de possibilités locales et singulières. Tirer du vol spatial les matériaux d'une pensée de l'écologie revient à opérer des traductions de nos attachements de tout poil et de toute racine d'un milieu à un autre. C'est en écoutant ces récits liminaires, ceux qui n'apparaissent pas dans les exposés et les revues scientifiques qui informent l'écologie spectaculaire des architectures capsulaires, qu'apparaissent ces attachements. Par exemple, celui d'une astronaute qui me confie l'affection d'un de ses collègues pour la petite serre sur la station spatiale. C'était au tout début de ma deuxième mission sur la Station spatiale internationale. Il y avait une petite serre, c'était le début de ces écosystèmes végétaux. Il n'y avait encore que le module américain. Et je me souviens qu'on grappillait du temps sur la nuit pour regarder par le hublot et profiter de tout ce qui est sensation autre que le travail. Je me souviens en traversant la station la nuit pour me mettre au hublot et regarder que j'avais croisé mon collègue russe et il était là depuis 6 mois. Et au lieu de se planter devant le hublot pour regarder la Terre, il se plantait devant la serre végétale. Et vraiment avec un attrait, un désir, un plaisir. Et moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de m'intéresser à cette salade. Mais lui, voilà, moi j'allais regarder la Terre et lui allait regarder la salade pousser. Alors quand vous m'avez parlé de cette relation à l'animal et au végétal, j'ai eu cette image de Yuri qui regardait ses salades pousser la nuit. Il ne s'agit pas de prendre pour modèle les cultures spatiales hors sol, comme le font les fermes verticales, mais bien de tenir compte de ce que l'écologie n'est pas contemplation du dehors, vue d'en haut, d'une entité cybernétique intégrée, mais se situe dans la proximité, fût-elle réduite à ces formes de vie ordinaires que l'on trouve dans les petites serres de la station spatiale.
Haraway présente une autre version de ce regard vers le bas lorsqu'elle évoque la boue et une certaine écologie de l'insignifiance et du vulgaire. Je suis une créature de la boue et non du ciel. On pourrait donc contrer l'écologie capsulaire, celle des serres spectaculaires, des architectures spatiales, par une écologie plus humble, qui fasse terre et boue de tout. Peut-il encore se passer quelque chose que la multiplication des logiques capsulaires, là où l'on se protège à tout prix de la boue ? Au sujet des plantes qui font l'objet de recherches pour les futures cultures de la Station spatiale internationale, une scientifique en charge de plusieurs projets au Kennedy Space Center m'explique son désarroi. Elles sont déroutantes, elles déroutent tout le monde. Tu vois, les plantes sont contradictoires. Avec tout ce qu'on fait pour elles, elles devraient s'épanouir, elles devraient être parfaites, mais c'est comme si elles te disaient « non, pas aujourd'hui ». Je sais que vous faites tout votre possible pour me garder en vie, mais vous savez quoi, je vais mourir. Leur refus de vivre me paraît renvoyer à une déstabilisation des programmes, une manière de différer leur efficacité et donc leur applicabilité. Leur faillibilité n'est pas toujours lamentée par les opérateurs des systèmes capsulaires sur Terre, comme le montre ce technicien travaillant sur un autre système de support de vie, Melissa, qui fait appel à des micro-organismes pour son fonctionnement. Il me dit « C'est plus difficile de travailler avec des êtres vivants, mais c'est aussi plus intéressant. Et quand il y a une contamination, il vaut mieux que mes collègues ne m'entendent pas dire ça, moi je trouve que ça a quelque chose de réjouissant. On se demande qui est là, et pourquoi, et d'où ça vient. Et alors l'enquête commence. » Les expériences menées par les équipes collaborant à Melissa utilisent différentes communautés microbiennes pour assurer le recyclage des gaz, des déchets solides et des liquides au sein d'une boucle fermée. Les micro-organismes qui accompagnent le séjour des humains dans la station spatiale n'ont pas toujours été envisagés comme des partenaires utiles. La stérilisation fait partie des procédures en vigueur pour assurer les conditions d'une bonne science et protéger l'équipage. Les formes de vie microbienne sont ensuite surveillées, par exemple dans le cadre du Microbial Observatory, un programme de détection des micro-organismes sur la Station spatiale internationale. Les micro-organismes, bactéries et fungi, sont probablement beaucoup mieux adaptés à l'exploration spatiale que ne le sont les astronautes qui les accompagnent. Donc si l'espace est souvent présenté comme une stratégie de sortie qui permettrait d'échapper aux ruines et aux paysages toxiques qu'on accumule sur Terre, ces expériences montrent que s'y rejouent des formes d'existence qu'un changement radical d'échelle et de perspective nous rend capables de percevoir. Plutôt que de s'éterniser dans les capsules, considérons le type de compagnonnage qui ont lieu dans ce monde, qui a été fabriqué, mais dont les opérateurs et opératrices risquent d'être toujours des hôtes minoritaires. Notre incursion au sein des stations spatiales ne vaut que si l'on finit par y rencontrer la condition chimérique de nos milieux, de nos habitats, de nos propres corps, qui nous oblige à une diplomatie dont ne nous sommes pas les maîtres. Il faut ainsi recommencer avec la boue. En 2015, une contamination fongique avait mis en péril les cultures de zinnia servant au premier test du programme Veggie sur la Station spatiale internationale. Joya, responsable et scientifique au Kennedy Space Center, explique que c'est en constatant la dégradation de l'état des plantes que l'astronaute en charge a souhaité prendre le relais des systèmes automatiques et assurer lui-même le soin des plantes, contre l'avis des centres de contrôle. Comme si les plantes avaient pu participer, très momentanément, d'une forme de désengagement de l'astronaute vis-à-vis de toutes les instances de planification. La capsule devrait donc rester une zone à penser, que l'on doit penser et d'où l'on peut penser. Si toutes les zones à défendre sont aussi et toujours des zones à penser, cette zone à penser-là n'est pas une zone à défendre, tant elle est arrimée au vide, au non-lieu depuis lequel s'observe tout lieu en tout lieu. On aura compris que la capsule est le contrepoint de la zone à défendre. C'est peut-être la contre-image, la contradiction, ce qui s'annonce et se dessine comme une réponse technoscientifique à nos troubles actuels. Le dessin gestionnaire qui ouvrirait à d'autres zones à défendre a toujours plus de modes de résistance en et au sol plutôt que hors sol. Entre la zone à penser et la zone à défendre se glisse tout un changement de programme, ou plutôt la décision d'abandonner le programmable, de s'allier à d'autres formes de vie décisivement et décidément ingouvernables. Pourquoi avoir ainsi traité les stations spatiales ? Il s'agissait de tirer de ce lieu des ressemblances avec nos expériences de fin du monde, mais aussi des enseignements pour lutter contre la logique capsulaire et habiter ces mondes en fin de vie, et surtout pour leur résister, des imaginaires capables de nous lier, de nous délier, de nous relier, et de nous apprendre à préserver l'inespéré, à faire alliance avec l'écologie humble, contre la programmatique et l'insensibilité des capsules.
Tant les capsules que les zones à défendre sont des infrastructures provisoires, bricolées. C'est ce que montre d'ailleurs le film somptueux de Fanny Liattard et Jérémy Trouille, Gagarine, dans lequel les technologies capsulaires sont resignifiées par un autre Yuri comme lieu de résistance aux urbanismes hors sol qui fragilisent les communautés. Où l'on pressent qu'il existe bel et bien une politique planétaire et cosmique qui pourrait se toucher jusque dans la capsule. Nous cherchons ainsi les sortes de suintements qui ne peuvent être ravalés par l'économie capsulaire et qui manifestent des capacités inaltérables, vivantes, amoureuses à faire monde. Par quelle écologie planétaire pourrons-nous déborder les futurs capsulaires ?